Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Couverture. 4e de couverture. Titre. Jean Tullard. De l'Institut. Talleyrand. De la douceur de vivre à la légende noire. SPM. Titulature de Talleyrand au Congrès de Vienne. Avant-propos. Ce livre avait déjà été publié en 2010. Son grand format et son abondante iconographie en avaient fait un livre d'art d'un prix élevé. Il n'en fut pas moins vite épuisé. Revoici Talleyrand dans une présentation plus accessible, avec une mise à jour de la bibliographie et des compléments. Ce n'est pas une biographie ordonnée de Talleyrand, mais une approche des aspects les plus marquants de sa personnalité. Infirmité, sentiments religieux, idées politiques et corruption, duel avec Napoléon Fouché ou Louis XVIII, art de vivre. Les femmes, la gastronomie et le jeu, complété par d'importants textes de sa plume en annexe, révélant le cœur de sa pensée politique. Une chronologie, une généalogie et une bibliographie concluent le dossier. Tout ce qu'il faut savoir sur le prince des diplomates. Requediou, les armoiries de Talleyrand en frontispice de l'inventaire de sa bibliothèque de Valençay. Introduction. Diable boiteux? Sphinx incompris? Mystification historique? Prince immobile? Ce sont là quelques titres d'ouvrages consacrés à Talleyrand et qui offrent autant d'images contradictoires. Ses ennemis ont fait de la vénalité le principal ressort de l'action politique de Talleyrand. Mais lui-même affirme dans ses mémoires n'avoir été guidé que par l'intérêt de la France. Où se situe la vérité? Talleyrand s'est plu à brouiller les cartes. Balzac l'admire, Chateaubriand le méprise. Il a servi la monarchie, le Directoire, l'Empire, les Bourbons et Louis-Philippe sans état d'âme et sans ennui. C'est ce qui fascinera Sacha Guitry qui ne connut qu'un changement de régime et ne put le franchir sans dommage. Talleyrand est, après Napoléon, le personnage le plus connu de la fin du XVIIIe et du début du XIXe siècle. Le plus connu? Plutôt le plus célèbre. Car en définitive, qui connaît Talleyrand? On crut disposer d'une biographie exhaustive et désormais exacte lorsque Georges Lacour-Gaillet publia sur Talleyrand 3 volumes entre 1928 et 1931, suivi d'un supplément en 1934. Mais avec ce diable d'homme, on n'en a jamais fini. En 1935, Émile Dard apportait les preuves éclatantes, dénichées à Vienne, de la vénalité du ministre de Napoléon. À son tour, Léon Noël proposait en 1975 des vues nouvelles sur la religion de l'ancien évêque. Entre 1982 et 1995, Michel Poniatowski retrouvait de nombreux documents jusqu'alors ignorés. Il les publia dans une brillante série de volumes, restés malheureusement inachevés. Au même moment, un regard critique était posé par Georges Morlot. Puis, Emmanuel de Waresquiel nous a offert en 2003 une superbe biographie, riche en inédits. Enfin, les amis de Talleyrand ont fait beaucoup pour sa mémoire. Restait à faire le point. Renvoyant à la chronologie en fin de volume, on éclairera quelques-unes des facettes de ce caméléon de la politique, de cette girouette qui tourna à tous les vents mais qui mérita le titre de prince des diplomates. Les faux dieux de l'Olympe, Granville, 1832, boiteux comme Héphaïstos, Talleyrand forge des chaînes et des protocoles. Le diable boiteux. Le docteur Martini du Bousquet a soutenu en Sorbonne, en 1966, une thèse sur le pied-bot de Talleyrand, thèse restée inédite. Il concluait à une maladie héréditaire. Le chancelier Pasquier, dans ses mémoires, parle d'une difformité de naissance. La version de l'accident a été accréditée par Talleyrand lui-même. Sa nourrice l'aurait laissé tomber du haut d'une commode, et il se serait démis le pied. La nourrice se garda d'en parler, et le pied droit atrophié se serait déformé pour devenir un pied-bot. Madame de Dino décrit un sabot tout en chair terminé par des ongles en forme de griffes. Talleyrand boita toute sa vie, portant au pied droit une chaussure orthopédique exposée au château de Valençay, un brodequin de cuir sans talons et bords carrés auquel était fixée une armature de fer, une tige montant le long de la jambe et attachée au-dessous du genou par un bracelet en cuir, cela ne suffisait pas. Talleyrand devait s'aider d'une canne, confère.
Madeleine Sebald et Ivan Cerisier, Pieds, chaussures, boiterie, pages 154 à 155. Il faut y ajouter les effets de la goutte, maladie que l'on retrouve aussi sous une forme plus violente chez Louis XVIII. Cette infirmité a pesé sur la carrière de Talleyrand, le vouant à l'état ecclésiastique et faisant la joie des caricaturistes. Les chaussures de contention, marque du diable. Le cardinal de Rais. La religion, de Monsieur de Talleyrand. C'est l'apostasie qui a fait longtemps le plus horreur aux détracteurs de Talleyrand, plus encore que sa responsabilité dans l'enlèvement du duc d'Enghien. Talleyrand s'est pourtant longuement expliqué dans ses mémoires. Parlant de son enfance, il écrit « Tous les soins dont on m'entourait tendaient à m'inculquer profondément dans l'esprit que le mal que j'avais au pied, une claudication congénitale ou accidentelle, m'empêchant de servir dans l'armée, je devais nécessairement entrer dans l'état ecclésiastique, un homme de mon nom n'ayant pas d'autre carrière. » Pour le familiariser avec cette idée, ses parents l'envoient à Reims auprès de son oncle, Alexandre Angélique de Talleyrand, coadjuteur du cardinal archevêque. Singulière façon d'éveiller sa piété en ne lui montrant que les pompes et les dorures d'une église fortement ébranlée par l'assaut des Lumières. Et l'on reste pantois quand on apprend qu'on lui fait lire les mémoires du cardinal de Rais, qui écrit qu'il était l'âme peut-être la moins ecclésiastique qui fût dans l'univers. Talleyrand va donc, selon sa formule, entrer dans un état avec l'intention d'en suivre un autre. Ce sera le séminaire de Saint-Sulpice. Et c'est comme sous-diacre qu'il assiste dans les rangs du clergé, le 11 juin 1775 au sacre de Louis XVI. Il reçoit du monarque l'abbaye de Saint-Denis de Reims. Désigné comme agent général du clergé, c'est-à-dire administrateur de sa fortune, en 1780, poste de confiance, il devient, en récompense de son habile gestion, évêque d'Autun en 1788. Nous sommes à la veille de la Révolution. Il est élu par le bailliage d'Autun député du clergé aux États généraux, en avril 1789. Il s'y fait remarquer pour ses compétences financières. Mirabeau le consulte. La monarchie doit faire face au déficit des finances royales, 2 milliards. Talleyrand apporte la solution. Trahissant son ordre, il propose le 10 octobre 1789, aux États généraux devenus Assemblée nationale constituante, la nationalisation des biens du clergé. Il en connaît la valeur pour avoir administré la fortune de l'Église. 2 milliards, le montant du déficit. Habilement, il propose que cette expropriation soit accompagnée d'une indemnisation sous forme de traitement, l'État prenant à sa charge les frais du culte. Il séduit le bas clergé, en obtenant que le montant de son salaire soit supérieur à la portion congrue à laquelle étaient réduits les curés. Majoritaire dans la représentation du clergé à l'Assemblée, il vote la mesure. La nationalisation entre en vigueur le 2 novembre 1789. Les terres de l'Église sont vendues sous forme de biens nationaux. L'indemnisation sous forme de traitement a pour conséquence la fonctionnalisation des prêtres. La constitution civile du clergé, adoptée par l'Assemblée constituante, leur donne un statut. Désormais évêques et curés seront élus comme les autres fonctionnaires, et l'institution sera donnée aux évêques non plus par le pape mais par le métropolitain. Évêques et curés doivent prêter serment à la Constitution. Le pape, qui n'a pas été consulté, condamne une réforme d'esprit trop gallican pour Rome, et provoque un schisme entre les prêtres qui acceptent le serment et les non-jureurs. Talleyrand est l'un des rares évêques à accepter de jurer, puis de sacrer les nouveaux prélats. L'Église de France sort ruinée et divisée de l'épreuve. Le pape ne le pardonne pas à l'initiateur de ce désastre, traité de sacrilège consécrateur, et de père de faux évêques. En 1801, Bonaparte renoue avec le nouveau pape, Pie VII. Ce sont les négociations qui aboutissent à la signature du Concordat, le 15 juillet 1801. Comme Fouché, Talleyrand, ministre des Relations extérieures, a tenté de freiner les tractations. Il n'en obtient pas moins, le 29 juin 1802, un bref pontifical lui accordant sa réduction à l'état laïque, exceptionnel pour un évêque. Il vivait alors maritalement avec la belle Madame Grand. Bonaparte le somme de l'épouser ou de s'en séparer. Talleyrand choisit la première solution et se marie avec elle à la mairie du 10e arrondissement, le 10 septembre 1802. Le mariage religieux aurait eu lieu le lendemain, célébré par l'abbé Pourret, curé d'Épinay-sur-Seine. Or le bref pontifical,
interprété par un arrêté consulaire du 20 août dans un sens favorable à Talleyrand, ne paraissait pas contenir une telle autorisation. L'ancien évêque d'Autun resta un objet de scandale. La rétractation qu'il signa quelques heures avant sa mort, au matin du 17 mai 1838, ainsi qu'une lettre au pape Grégoire XVI, marquait-elle son retour dans le giron de l'Église ? Ce retour fut l'œuvre de sa nièce, la duchesse de Dinaud, qui aurait, dit-on, fait vœu de transformer la chambre de Talleyrand au château de Rochecotte en chapelle si le prince se réconciliait avec Dieu. Elle fut aidée par l'archevêque de Paris, Monseigneur de Quélen, et par l'abbé du Panloup, directeur du petit séminaire de Saint-Nicolas du Chardonnay. Monseigneur de Quélen. Talleyrand expliquait alors son attitude sous la Révolution lorsqu'il avait consacré de nouveaux évêques sans l'accord du pape, par la nécessité où il s'était trouvé de ne pas laisser la voie libre au protestantisme, au cas où l'Église catholique aurait été privée de hiérarchie. Quant à son mariage, il considérait que le bref de Pie VII l'avait délié de ses vœux en le réintégrant dans la communion laïque. « Jamais je n'ai cessé de me regarder comme un enfant de l'Église. Je déplore de nouveau les actes de ma vie qui l'ont contristé. » Reste une question, Talleyrand était-il sincère ? A-t-il choisi Dieu comme sa dernière dupe ? Selon un mot de François Mauriac dans un article du Figaro en 1949, l'éternel Tartuffe. Monsieur de Blancmesnil l'affirme, après avoir roulé tout le monde, il a voulu finir en roulant le bon Dieu. Le 20 mars 1838, la duchesse de Broglie, saisie de doute, écrit à une amie « Espérons que Monsieur de Talleyrand a dit vrai. Mais pourquoi tant de forme ? Tant de pompe ? Tant de courage ? J'aimerais mieux le cri du brigand sur la croix, « Mon Dieu, ayez pitié de moi ». Je voudrais être sûr qu'il a dit et senti cela du fond du cœur. Il faut l'espérer de la pitié de Dieu lui-même. L'abbé du Panloup. Si Talleyrand est sincère, c'est lorsqu'il écrit dans sa lettre à Grégoire XVI « Le respect que je dois à ceux de qui j'ai reçu le jour ne me défend pas de dire que toute ma jeunesse a été conduite vers une profession pour laquelle je n'étais pas né. » Le mot « profession » ne résume-t-il pas sa vision de l'Église et son indifférence à tout ce qui touche au sacré ? Le cardinal de Berny. Talleyrand, devant la Révolution. En 1789, un destin comparable à celui de Berny semble promis à Talleyrand, qui vient d'être appelé à l'évêché d'Autun. Mais l'administration d'un diocèse lui paraît tâche bien médiocre. À peine arrivé, il s'empresse de se faire élire par le clergé d'Autun aux États généraux et laisse à son grand vicaire Martial Bory d'Errenaud le soin d'expédier les affaires courantes. Comme l'écrit Emmanuel de Waresquiel, c'est à Versailles qu'il faut être. Le 5 mai 1789, Talleyrand est présent, dans les rangs du clergé, à l'ouverture des États généraux. Que pense-t-il alors ? Toutes les classes se portaient avec enthousiasme, écrit-il dans ses mémoires, vers les idées nouvelles. On n'était pas entré dans un collège, dans une académie, sans regarder l'application de ce qu'on y avait appris ou lu, comme des conquêtes que l'esprit humain avait à faire. Chaque État voulait se régénérer. Ainsi tous les corps s'écartaient de leur destination première. Chacun avait brisé ses liens et s'était placé sur une pente d'où, sans expérience, sans flambeau, sans appui, on devait nécessairement être entraîné dans le précipice. Aussi, depuis ce moment, tout présenta un caractère d'irrésistibilité. À quoi bon s'opposer à un mouvement irrésistible ? Pourquoi soutenir une classe noble divisée en 7 ou 8 ? Une d'épée et une de robe, une de cour et une de province, une ancienne et une nouvelle, une haute et une petite ? Une noblesse contaminée par la guerre d'Amérique, où elle s'est pénétrée de l'idée d'égalité ? Et que dire du clergé incapable de s'opposer aux Lumières ? D'emblée Talleyrand comprend dans quelle direction souffle le vent. La composition des États généraux, où le tiers a obtenu le doublement de ses membres, rendant évidemment nuls les 2 premiers ordres, il ne restait, constate-t-il, qu'un seul parti raisonnable à prendre, c'était de céder avant d'y être contraint et quand on pouvait encore s'en faire le mérite. Que préconise Talleyrand devant le roi en juin ? La dissolution des États généraux et une convocation sur le modèle anglais de 2 chambres, une chambre des députés élus et une chambre des pairs nommés par le roi, et regroupant l'élite du clergé et de la noblesse. Ancien évêque d'Autun, député à l'Assemblée nationale constituante de 1789. C'est l'inverse qui se passe. Les États généraux se transforment en Assemblée nationale constituante, unique et toute puissante.
Le principe d'égalité triomphe. Talleyrand a rejoint le tiers le 26 juin. Le 3 puis le 7 juillet, il propose 2 idées directrices dans les travaux qui s'engagent. La volonté générale et la liberté délibérante, qui doivent primer les instructions reçues par les députés de leurs électeurs. En acceptant les réformes futures non prévues dans la convocation des États généraux, Talleyrand donne un gage au courant révolutionnaire. Très vite on parle de lui pour un ministère. Il y songe et dans ce but se lie à la fille de Necker, la baronne de Staël, et se rapproche de Mirabeau dont il devient vite l'intime. Mais l'Assemblée porte un coup fatal à son ambition. Elle déclare, visant surtout Mirabeau, que les ministres ne pourront être choisis en son sein. Qu'importe. Talleyrand travaille, ce qui peut paraître surprenant connaissant sa nonchalance, au comité de constitution. On retrouve sa griffe dans la rédaction de la Déclaration des droits de l'homme, qui doit précéder la Constitution. Il pose au libéral. Mais ce qui l'intéresse, c'est le problème financier. Dans ce domaine, son expérience d'agent général du clergé le sert. Il sait ce qu'est un budget. Il s'alarme devant le déficit du Trésor mais se refuse à une banqueroute qui ruinerait les créanciers de l'État. Une nation ne peut se dispenser de rendre ce qui a été avancé pour elle. C'est maintenir la confiance nécessaire à une bonne gestion. Mais comment combler ce trou de 2 milliards qui obère les finances royales ? Le 10 octobre 1789, Talleyrand propose la nationalisation des biens du clergé dont la valeur correspond à celle du déficit. On reste stupéfait devant une telle audace. Comme l'a souligné Emmanuel de Waresquiel, la légende noire du traître date de ce jour. On s'est interrogé plus haut sur les sentiments religieux de Talleyrand. Voit-il dans cette nationalisation une machine de guerre contre le clergé, pour la plus grande satisfaction des révolutionnaires ? Il s'explique devant l'Assemblée. Ce n'est pas une affaire de foi. Simplement le clergé n'est plus un ordre, ils ont été abolis, il n'a plus d'administration particulière, il a perdu ses dîmes, supprimées avec les droits féodaux, il ne lui reste que ses biens-fonds constitués pour l'intérêt général. En les sacrifiant, le clergé se réconcilie avec la nation et il prévient une confiscation. En revanche, la nation devra prendre en charge l'entretien des ecclésiastiques dans la limite des revenus assurés par ses biens-fonds, soit environ 100 millions. La mesure votée le 2 novembre 1789 est ingénieuse et pourrait prévenir une persécution religieuse qui se profile au nom des Lumières. Mais elle aura 2 conséquences désastreuses. On ne pouvait mettre en vente d'un coup 2 milliards de biens-fonds, et pourtant le besoin d'argent était immédiat. Pour anticiper, la Constituante a recours aux bons du Trésor, l'assignat gagé sur la fortune du clergé. La décision est approuvée le 19 décembre 1789. L'émission est de 400 millions. Mais le placement se fait mal. C'est au cours du débat qui s'ouvre en avril 1790 qu'il est envisagé de faire de l'assignat un billet d'État à cours forcé, un papier-monnaie. Mirabeau en défend le principe. L'assignat sera supérieur à la monnaie métallique puisque reposant sur la terre, et va créer une catégorie de propriétaires, acquéreurs de biens nationaux. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.